Bonjour, je suis Julien Hérisson et pour l'écran vagabond du Trièvre, je vous propose Discussions de cinéastes. Des longs entretiens avec des réalisateurs ou réalisatrices pour analyser leurs films et parler écriture, mise en scène, direction d'acteurs, bref, parler du cinéma comme d'un artisanat. Aujourd'hui, je discute avec Jonathan Millet à propos de son film Les Fantômes. Les premiers films sont autant de promesses de nouveaux univers qui apparaissent dans le ciel obscur. Étoile filante ou bien véritable système solaire qui se dévoilera au fil du temps, l'avenir nous le dira. Avec Les Fantômes, en tout cas, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y a une maîtrise et une cohérence très étonnantes pour un premier long métrage. Avons-nous affaire à un nouveau génie du cinéma ? Ou bien à un réalisateur déjà très aguerri ? Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors toi, tu crois au génie dans le cinéma ou au bosseur acharné ? C'est vrai que je suis plutôt du côté du travail. J'aime bien la suite d'étapes, l'idée de trouver petit à petit son chemin, de trouver le cinéma qui nous parle. Donc j'ai l'impression de croire au travail. Alors, ton film Les Fantômes, c'est un premier film un peu en trompe-l'œil, car Jonathan, tu as déjà une grosse expérience derrière toi. En plus donc de ce long métrage, tu as aussi un court, Johanna dans l'univers, qui date de cette année. Et dans ta filmo, quand je regarde, en 2020, il y avait 2 courts-métrages, Grand 8 et Les Dominos, ainsi qu'un documentaire, La Disparition. En 2017, pareil, un docu, Dernière nouvelle des étoiles, un moyen-métrage, La Veillée, et un court, Et toujours nous marcherons. Et je trouve que toute cette expérience, on la ressent à l'intérieur de ton film. En tout cas, ce sont chaque fois des films que tu as écrits seul et qui sont tous produits par des sociétés de production. Donc tu tournes en fait énormément. Ma première question, elle est simple. Comment tu fais pour faire aboutir autant de projets ? J'ai l'impression d'avoir un avantage sur d'autres, c'est que je ne sais rien faire d'autre que réaliser. Du coup, je ne me retrouve pas à monter des films d'amis ou à coécrire d'autres films, et je ne fais rien d'autre que mes films. Alterner la fiction et le documentaire, pour moi, c'est extrêmement revigorant. Ça réouvre la perspective de ce qui est important dans un film, du rapport au personnage. Enfin, ça me semble extrêmement important et j'aimerais ne pas perdre cet équilibre-là. Et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à faire des films. Donc, dans le fond, depuis que j'ai passé mon bac, depuis mes 18 ans, je n'ai rien fait d'autre que m'approcher du projet de réalisation. Justement, ce que j'allais dire, c'est que des réalisateurs qui tournent énormément, il y en a quelques-uns. Je pense par exemple à Xavier Dolan ou à François Ozon. Mais je trouve qu'on finit parfois par le ressentir. Xavier Dolan, il s'est un peu épuisé, même physiquement. François Ozon, je trouve qu'il ne va pas toujours au bout de ses propositions. Toi, c'est différent parce que tu mixes en effet donc des documentaires et même parfois des courts-métrages et des longs-métrages de fiction. Qu'est-ce que ça t'apporte précisément, justement, ce rebond entre la matière documentaire et la matière fictionnelle ? La plupart de mes films partent d'un sentiment de curiosité de ma part ou d'un endroit que j'ai besoin de découvrir. En tout cas, que ce n'est pas un endroit de maîtrise et que le trajet du film, ça va être pour moi de me documenter, de rencontrer, de me déplacer, de m'imprégner d'un lieu, d'une communauté, d'un enjeu, d'un sujet, et à partir de là, de pouvoir faire le film. Donc pour un documentaire, c'est simple. Tiens, j'apprends au milieu de mes recherches une histoire incroyable, où je rencontre quelqu'un dont j'ai envie de raconter l'histoire. Et pour de la fiction, c'est parfois un peu la même chose. Par exemple, Les Fantômes est né d'une histoire vraie. Mais le fait de passer de la fiction au documentaire, j'ai l'impression que ça me fait dire à moi que qu'importe la taille de l'équipe, qu'importe le fait d'avoir 40 personnes, des références visuelles très fortes, qu'importe d'avoir un monteur incroyable, tout ce qui compte pour le spectateur à la fin, c'est est-ce qu'on a envie de suivre les péripéties du personnage et est-ce qui nous touche. Mais d'ailleurs, quelque part, ça n'aurait pas été absurde, vu ton parcours et le sujet de ton film qui est inspiré de faits réels, que tu fasses le choix d'un documentaire, non ? Pour Les Fantômes, oui, complètement. Honnêtement, Ouais. en fait, toute la démarche de départ relevait du documentaire. C'est-à-dire de prendre du temps, d'écouter, de relever des témoignages, une compréhension du réel. Et après, dans la manière de le retranscrire, j'ai eu le sentiment que l'histoire se déployait tellement, avait tellement de force et de puissance, que j'ai eu envie d'utiliser les outils de la fiction pour mieux retranscrire la réalité. Et là, je sentais bien que j'avais envie de tellement travailler le son, que je voyais bien que pour cette histoire, un comédien allait
allait me servir à retranscrire au mieux la force des récits que j'ai pu entendre, que le travail sur la musique allait plonger les spectateurs tout autant que moi j'ai été plongé quand j'ai découvert ces vérités-là. C'est vraiment quel type de moyens on veut utiliser pour retranscrire au mieux la réalité. Dans ta filmo, même s'il y a des thématiques qui forcément se rejouent de film en film, je note qu'il y a vraiment une recherche de renouveau à chaque fois, à chaque projet, comme s'il y avait chez toi une sorte de côté explorateur du cinéma. Est-ce que chaque fois, sur chaque nouveau projet, tu as en tête, toi, de faire différemment? Ce que je vois, c'est que je ne suis pas un cinéaste formaliste, c'est-à-dire un cinéaste à la Wes Anderson qui se dirait que tous ces films doivent se ressembler en termes visuels, en termes graphiques, en termes stylistiques. Donc moi, j'ai l'impression plutôt que c'est le sujet du film qui doit faire naître son univers visuel, sa forme. Mais du coup, il n'y a pas comment dire, une patte qui fait que si on faisait une capture d'écran, on pourrait immédiatement se dire « Ah tiens, je vois bien, c'est un film de lui ». Donc c'est plutôt le film qui guide la forme. Ce côté aussi explorateur du cinéma, je le vois aussi parce que évidemment j'ai regardé avec plaisir ta filmo et j'ai un peu exploré tes génériques et notamment les crédits techniques. Je retrouve peu de personnes avec qui tu as travaillé sur plusieurs projets à la suite. Est-ce que c'est le fait que tu tournes beaucoup, ça fait que les plannings ils s'alignent mal, ou bien simplement tu préfères à chaque fois sur chaque nouveau projet des nouvelles rencontres et des nouvelles collaborations? Je dirais qu'il y a deux éléments qui expliquent ça. Le premier, un peu comme je racontais que la forme d'un film vient de son sujet, j'essaye souvent, notamment en documentaire, de travailler avec des gens qui sont sur place, parce que je fais souvent des documentaires qui se passent dans des pays éloignés. Et donc, par exemple, quand je tourne un film en Amazonie, je désire que toute mon équipe soit des locaux, des Colombiens, des Péruviens, qui ont déjà tourné sur place, qui ont déjà vu les problèmes que ça met en avant, que ça met en lumière de tourner des jours et des jours dans la jungle. Donc il y a cette adaptation-là. Pour Les Fantômes, par exemple, c'est une coproduction allemande, une coproduction belge. Il y a de l'argent qui vient de la Bretagne. Donc il y a aussi tout un tas de techniciens qui sont liés aux zones géographiques de tournage ou aux enjeux de production. Mais je crois que j'aime assez cette idée, en fait, que rien n'est acquis, qu'on ne se repose pas sur l'idée que on a déjà fait des films ensemble et donc ça va être bien, ça va bien se passer. Rencontrer une nouvelle personne, c'est tout de suite devoir lui prouver à chaque moment qu'on est en train de faire un film génial. Et je crois que j'aime assez bien de ne pas avoir de sécurité. Et bah donc c'est vraiment ton côté explorateur du cinéma, quoi. Finalement, t'as raison. Il a fallu que je passe 10 minutes à répondre pour m'en convaincre, mais c'est vrai. Alors, on va passer aux intentions de ton film. Donc, l'histoire des fantômes, ton premier film, c'est celle d'Hamid, membre d'une organisation secrète qui traque les criminels de guerre syriens cachés en Europe. Sa quête le mène à Strasbourg sur la piste de son ancien bourreau. Donc, c'est un pitch quand même qui est plutôt inédit dans le cinéma français, très original en tout cas. Mais toi, lorsque tu es au tout début d'un projet de cinéma, c'est quoi l'impulsion? C'est un sujet qui est inédit, c'est une situation que tu as connue, une personne que tu as croisée, une émotion que tu as ressentie. C'est quoi le premier pas? En 2016-2017, je suis en train de travailler sur un projet documentaire. À ce moment-là, je rencontre un bon nombre de réfugiés de guerre, principalement des Syriens, parce qu'on est vraiment au milieu de la guerre civile. Et on parle du trauma, il me raconte la prison, il me raconte la torture, il me raconte ce que c'est que d'avoir une vie tordue par la dureté du monde auquel ils se sont confrontés. Et petit à petit, pour pouvoir entendre des récits de torture, enfin pour qu'on puisse me raconter des récits de torture, ça demande beaucoup de temps, de proximité et de confiance. Et donc cette confiance gagnée fait qu'à un moment, on commence à me parler d'abord des chasseurs de preuves qui sont en Syrie. Les chasseurs de preuves, ce sont ceux qui, sur place, essayent de collecter des preuves pour pouvoir dire qu'il y a eu de la torture perpétrée par le gouvernement. Parce que le principe de la guerre en Syrie, c'est que c'est finalement Bachar el-Assad, le dictateur, qui a bombardé la moitié de son propre peuple et a arrêté et torturé un très très grand nombre de Syriens. Et puis petit à petit, je commence à entendre parler de ces cellules secrètes. On m'a parlé d'un chauffeur de taxi, d'un avocat,
vraiment des gens que rien ne destinait à ça, qui se sont dit qu'il n'était pas possible que les gens du régime, qui à un moment on avait eu marre de cette situation, qui avaient fui cette situation d'un pays enlisé dans la guerre, il n'était pas possible que eux aient l'impunité et qu'ils puissent avoir une nouvelle vie en Europe, dégagée de tout. Et donc, ce sont des gens qui se sont groupés, qui ont fait des cellules secrètes d'une dizaine, d'une quinzaine de personnes, et qui sont venus en Europe les traquer. Et cette histoire m'a d'une part tellement emporté, elle m'a semblé tellement forte, c'est-à-dire raconter 10 ans de géopolitique à travers une échelle extrêmement intime, et elle m'a paru le moyen absolument parfait pour pouvoir raconter tout ce que j'avais envie de creuser sur la question du trauma, de la mémoire du corps, de la mémoire de la douleur, et tout ça, que les deux se sont vraiment emboîtés avec tellement d'évidence que j'ai su que c'était le film que je voulais faire. Ok, bah d'ailleurs, moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu d'autres films français de fiction, tout au moins, sur cette thématique du conflit syrien. Quand tu te lances, toi, dans un projet, est-ce que c'est important d'investir des lieux inédits en termes de narration? C'est une bonne question. D'une certaine façon, je fais d'abord, moi, les films pour moi. C'est-à-dire que je me dis que j'ai envie de filmer ce que je ne connais pas. Et je sentais bien que le conflit syrien, il me parlait particulièrement parce que j'ai quelques attaches en Syrie, j'y ai passé du temps, j'avais des amis syriens, mais on a très vite été privés d'images. C'est comme si une guerre en avait chassé une autre et que ça faisait de longues années qu'on ne savait plus ce qui se passait en Syrie. Donc ça m'intéressait d'essayer de mettre des images là-dessus. Mais toi, quand tu commences ce projet et que c'est un conflit encore vivant et une matière presque incontrôlable dans son issue, est-ce que ça joue dans la manière dont tu vas commencer à traiter ce sujet-là? Ça joue parce que moi, le fait que ce soit contemporain, forcément, ça m'intéresse. Ça me paraît être un argument en plus pour se dire c'est le moment de faire ce film et de raconter cette réalité-là. Après, très vite, quand je commence un casting et que je désire rencontrer des comédiens syriens, ceux que je rencontre me disent on ne peut pas jouer dans ton film, on ne peut pas avoir le rôle principal de ton film et être sur l'affiche, parce que c'est un film qui raconte que il y a de la torture en Syrie et que cette torture est perpétrée par Bachar el-Assad, et que pour eux, même s'ils vivent en Europe, ça représenterait un danger pour ceux qui ont encore de la famille quelque part, des proches, des amis, qui pourraient du jour au lendemain être enlevés, être arrêtés. Donc la contemporanéité de cette guerre fait que je me heurte, moi, à plusieurs moments de la fabrication du film, à ça et au risque que pourraient prendre les gens qui travaillent avec moi. Ouais, c'est assez fou quand tu le racontes, hein. Et du coup, la question, bon, un peu imposante, mais qui s'impose, à quoi sert le cinéma pour toi? Qu'est-ce qu'il représente? Je suis pas sûr que le cinéma change complètement le monde, mais j'ai l'impression que le cinéma est un de ces éléments, une de ces pierres qui peuvent servir à faire que les choses bougent petit à petit. Je crois que le cinéma, par exemple, par sa temporalité extrêmement lente, permet de compléter le travail journalistique qui peut être fait et extrêmement bien fait, mais qui a des enjeux de rapidité, des enjeux de deadline, disons, et que ce travail à très long terme du cinéma, donc moi par exemple ça fait 8 ans que je travaille sur la question syrienne, permet du recul, un regard un peu déplacé, et j'ai l'impression que le cinéma et la temporalité d'un film, les 1h30 d'un film qui nous permettent de mettre des prénoms, des attitudes, des regards, de la vie à chacun, permettent de proposer quelque chose en plus au public pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Je vais revenir sur ton film. Alors, il est souvent qualifié de thriller sensitif parce que Hamid cherche en fait un homme que ni lui ni personne n'a jamais vu. D'ailleurs, l'homme en question ne peut pas vraiment non plus reconnaître Hamid car les victimes de ce tortionnaire présumé avaient des sacs sur la tête en permanence selon la volonté du bourreau. Donc la reconnaissance passera d'abord par l'odeur, par exemple l'odeur de sa transpiration, ou le bruit, par exemple le son de ses pas, le ton de sa voix, le rythme de ses actions, et non des flashbacks ultra signifiants, comme on aurait pu classiquement attendre de ce genre de film. Alors cette dimension sensitive, elle confère une allure très particulière à ton film.
Est-ce que c'était une intention de départ ou ça a découlé petit à petit de l'écriture scénaristique comme une conséquence logique? Quand j'ai entendu cette histoire vraie et qu'on me raconte ces tracts de gens du régime dont on ne connaît pas le visage, c'est tout de suite ça qui m'a captivé. C'est-à-dire que je sentais bien que je n'avais pas envie de faire un film dossier. Un film dossier, c'est un film où dans chaque scène, on est dans une ville différente et où on englobe un peu tous les faits, tous les grands moments. Et que moi, j'avais envie vraiment de traiter ça par l'intime. Et je voyais que cette recherche par les sons, cette recherche par l'odeur, cette recherche par tout ce qui fait résonner son propre corps, c'est ce qui, d'une part, moi, m'intéressait le plus, me semblait le plus être une promesse de cinéma, me semblait être le plus singulier. Enfin bref, c'est vraiment ce qui m'a séduit dès le départ. Et donc, c'est vraiment ce fil-là de la recherche et du doute. Parce qu'en fait, quand moi, on me dit je cherche quelqu'un dont je ne connais pas le visage, c'est la question du doute qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est jamais vraiment sûr ? Est-ce que notre corps a vraiment la mémoire des sons, même quand on a été traumatisé, bousculé au plus profond de soi-même ? Donc vraiment, ouais, cette question de la sensorialité, c'est la première pierre de l'écriture du projet. Est-ce que tu as travaillé avec des références précises cinématographiques, j'entends, pour tes intentions? En fait, mon plus grand co-scénariste sur ce film, c'est le réel. C'est-à-dire que le réel m'a apporté énormément d'idées. Le côté sensoriel ou le jeu vidéo, par exemple, qui ponctue quelques séquences. Ou enfin, de base, cette histoire, elle ressemble à un film d'espionnage. Et donc, j'ai essayé d'en regarder beaucoup et je sentais que les schémas m'intéressaient assez peu. Après, ce que j'en ai quand même gardé, parce qu'il y a des films qui me sont restés, et je pense notamment à Conversation secrète de Coppola, en fait, c'est la grande solitude du héros. L'espion serait le personnage le plus seul au monde, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne peut jamais raconter ses vrais états d'âme, ses vraies émotions, ce qui se passe au fond de lui. Il y a la vraie solitude de l'espion, qui ressemble à 100% à la solitude de l'exilé, qui doit mentir à sa famille restée au pays pour les rassurer, qui ne peut pas dire la vérité à l'autre parce qu'il ne sait pas dans quel camp il est. Enfin bref, cette question de la solitude, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et j'aime bien aussi ce film allemand qui s'appelle La vie des autres, notamment par son côté anti-spectaculaire. Pour ces deux films, c'est pas des influences énormes qui ont pesé tous les jours à l'écriture, au montage. C'était plutôt des directions. Et je voyais bien que La vie des autres, ça m'intéressait parce que le film fait assez confiance au spectateur pour se rendre compte des enjeux que courent les personnages, des risques et des dangers que courent les personnages. Et que donc, on n'a pas besoin de les rappeler constamment, on n'a pas besoin d'être lourd, on n'a pas besoin de souligner, de sursouligner. Mais au contraire, on peut déployer son récit et c'est au spectateur de travailler un peu et de savoir quels risques les personnages prennent. Et ça, j'aime bien, et c'est ce que j'ai essayé de convoquer dans Les Fantômes. Ouais, c'est vrai qu'en tant que spectateur, on se sent vraiment très actif dans ton récit. Dans ton film, le titre, ça renvoie d'abord logiquement aux personnes décédées qu'Hamid a laissées sur place et qu'il habite. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Puis au cours du film, je me dis que ces fantômes, ce sont ces exilés, ces survivants comme Hamid, dont une partie d'eux-mêmes est morte en quelque sorte. Et puis finalement, à la fin du film, je me suis presque dit qu'à travers toutes ces histoires qu'on entend, il y a la Syrie, tout simplement, qu'on ne voit quasiment jamais, si ce n'est quelques secondes qui sont incarnées au tout début du film, mais plus jamais ensuite. Et en fait, c'est comme si c'était un lieu, un territoire fantôme qui hante entièrement le récit. Alors pour toi, c'est quoi en fait ces fantômes ? Au départ, c'était très important pour moi d'avoir un pluriel. C'est-à-dire de me dire qu'on va suivre un seul personnage, mais que par le pluriel du titre, on comprend que c'est son histoire, mais que c'est aussi l'histoire de beaucoup d'autres Syriens ou de beaucoup d'autres exilés, ou que son histoire résonne. Cette idée aussi que du jour au lendemain, des Syriens ont passé des mois et des mois à mettre en place ces filatures incroyables pour pouvoir accéder à la justice universelle. C'est une histoire de fantôme parce qu'en fait, personne n'en a entendu parler. Donc j'aimais bien que ça raconte que c'est vraiment un monde en marge, que c'est ce qu'on ne voit pas finalement, et que c'est ça dont le film va traiter.
D'ailleurs, ce titre, c'est toi qui l'as choisi, c'est le producteur, enfin ta productrice, pardon, le distributeur. Comment ça s'est passé? Non, ça a vraiment été le titre de travail au tout début. Et moi, j'avais envie de trouver un autre titre. Je pensais à quelque chose qui raconte plus le mouvement du film, qui soit plus quelque chose qui nous laisse percevoir l'action du personnage. J'avais peur que les fantômes soient trop tristes, trop plombés. Enfin, plus exactement, c'est un titre que j'aime beaucoup une fois qu'on a vu le film. Mais je me Hmm. posais beaucoup la question de est-ce que quand on ne l'a pas vu, il est assez évocateur, parlant, est-ce qu'il donne assez envie? Mais producteurs comme distributeurs ont dit que ça leur semblait super et on est resté dessus. Ok. On va évoquer un peu l'écriture pure et dure. Alors, contrairement à tes précédents projets, là, tu as travaillé avec une co-scénariste, Florence Rocha. Est-ce le fait de passer au long métrage qui t'a poussé à travailler à deux? Et comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que t'as apporté une écriture à quatre mains? Oui, je pense que c'était le fait de passer au long métrage et de se dire que j'avais tellement de matériel qu'il fallait un moment d'autres regards dessus. Et l'idée, en fait, c'est on n'a pas écrit ensemble. C'est-à-dire que moi, j'ai défini les grandes lignes de ce qui allait m'intéresser dans le film. Et je lui ai demandé à Florence de vraiment, pendant plusieurs mois, elle, d'essayer de creuser des situations, des scènes, enfin de faire un travail de première approche pour pouvoir, moi, garder presque le recul du lecteur pendant les premières phases d'écriture du récit. Parce que j'ai l'impression, et pour en parler avec beaucoup de scénaristes ou d'amis réalisateurs, que dans le fond, ce qui nous manque le plus quand on écrit, c'est le recul. C'est qu'à un moment, on a une certitude, on a des évidences, et que finalement, quelqu'un relit 3 mois après et nous montre à quel point ça ne fonctionne pas pour des choses qui paraissent évidentes, dont on ne se rend pas compte quand on est complètement plongé dans ses écrits. Ouais, c'est assez unique, hein, parce que moi, ça me fait penser plutôt à, tu vois, l'étape du montage où tu as ton monteur qui va vraiment explorer la matière et toi, tu y vas de temps en temps pour avoir un regard neuf. Mais en termes d'écriture, je trouve ça intéressant et assez inédit, cette approche-là. T'as raison, c'est vraiment comme en montage, et c'est pas si éloigné parce que dans le fond, c'est comme si moi j'avais mis par écrit un peu tous les éléments qu'on allait utiliser dans le film, et qu'il fallait juste trouver comment les agencer, comment les expliciter ou non. Donc, un peu comme un monteur qui, dans le fond, ne va travailler qu'à partir des rushs que tu as filmés et qui va pas inventer des images. Là, en l'occurrence, ces phases d'écriture se faisaient à partir d'un matériel qui était déjà cadré. Donc ça ressemble tout à fait à ça. Et d'ailleurs, durant ton écriture, je crois que tu as intégré la sélection annuelle du groupe Ouest. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu une référence en termes de résidence d'écriture. Et tu es aussi passé par le Moulin d'Andé. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est ta co-scénariste. Mais du coup, comment ça s'est passé pour toi, ces résidences d'écriture? Et pour ton projet, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ce que ça m'a surtout apporté, c'est que pendant une bonne année et demie, tous les jours, je devais parler du film. C'est-à-dire qu'en résidence au groupe Ouest, tu es avec beaucoup d'autres auteurs, il y a des consultants, donc tu es continuellement en questionnement sur le film. Et j'ai l'impression que ça m'a obligé à ne rien pouvoir mettre sous le tapis. C'est-à-dire à me dire, bon bah ça passe à peu près, ça va, je le laisse dans le scénario. C'est-à-dire que le fait d'être constamment aussi bombardé de questions pragmatiques, précises, de crédibilité ou de cinéma, ça m'obligeait à être implacable sur chaque choix, sur chaque phrase, sur chaque question du film. Et donc, ça m'a mis dans une logique de travail acharné qui, je pense, a servi extrêmement bien le film. Alors, en 2017, tu réalisais un court-métrage qui s'appelle Et toujours nous marcherons, où l'on suivait de très près, comme dans Les Fantômes, quelqu'un qui recherche quelqu'un dans ce cadre des micro-communautés d'une diaspora étrangère. Alors c'est la diaspora syrienne dans ton long métrage, mais dans ce cours c'était la camerounaise. Et à chaque fois le héros il avait sur lui une photo finalement assez peu réaliste parce elle est floue dans Les Fantômes et c'était une photo d'enfance dans ce court-métrage. Et enfin, c'était aussi ce personnage, il avait un esprit obsessionnel dans un corps presque toujours en mouvement. On pourrait donc parler de court-métrage matriciel, puisqu'on retrouve dans Les Fantômes à peu près le même canevas de départ. Dans ton écriture, comment cette reprise de squelette narratif s'est opérée? C'est vrai que c'est assez curieux. Disons que ce court-métrage, Et toujours nous marcherons, il est aussi, d'une certaine façon, inspiré de la réalité. C'est-à-dire qu'en 2012, j'ai réalisé un documentaire sur une
une enclave espagnole au nord du Maroc qui s'appelle Ceuta et qui est une sorte de prison à ciel ouvert pour un grand nombre de migrants qui cherchent à entrer en Europe. J'y ai passé plusieurs mois et j'ai été assez proche notamment d'un des personnages du film qui s'appelle Simon et qui, quelques mois après, est arrivé en France et qui s'est installé chez moi. Et je l'ai donc suivi dans les lieux de marge autour de Paris, à Château-Rouge, dans les restaurants clandestins d'Aubervilliers. Et ces lieux m'ont paru tellement fascinants que j'ai voulu en faire un film et j'ai écrit cette quête donc d'un frère exilé qui viendrait chercher son autre frère. Et je crois que quand quelques années plus tard, j'entends parler de cette quête de Syrien, ça crée une résonance avec le travail de fiction que j'ai fait sur Et toujours nous marcherons. C'est évident que je pense que ça a été un guide pour me faire dire à quel point Les Fantômes étaient de manière évidente le film que je devais faire. Alors, tu as aussi des thèmes qui sont un peu récurrents sur tes projets. Par exemple, dans la psyché de Hamid, il y a le poids du souvenir de sa femme et sa fille qui sont mortes dans un bombardement, faisant d'Hamid une sorte de mort-vivant. Or, le thème de la mort, de la séparation, c'est un thème récurrent dans ta filmo. Par exemple, il s'agissait d'une veillée de mort où se retrouvaient les proches dans ton moyen-métrage La Veillée, de séparation dans tes courts-métrages Grand 8, Domino et Johanna dans l'univers, quelque part. Et il y a aussi quelque chose de l'extinction dans ton documentaire La Disparition, qui accompagne le dernier homme d'un peuple indigène d'Amazonie. Alors, cette thématique qu'on peut regrouper sous le terme de deuil, est-ce que tu la travailles consciemment comme un sujet qui t'intéresse, ou est-ce que finalement elle émane presque malgré toi des histoires qui t'attirent et que tu as envie de raconter ? Oui, je pense qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire que c'est forcément un peu conscient maintenant. J'aurais du mal à dire le contraire. J'ai l'impression que cette question du deuil, de la séparation et donc de la solitude qui en découle. Donc par exemple, dans le cas d'Hamid, dans Les Fantômes, c'est vraiment une solitude non désirée, mais c'est la solitude qui va le définir. C'est la solitude de celui qui a perdu sa femme et sa fille, mais c'est aussi la solitude de celui qui ne peut pas dire la vérité à sa mère. C'est la solitude de celui qui ne peut pas trouver une communauté dans laquelle aller. Et donc, ça fait un personnage légèrement en marge de la société, légèrement en marge des autres. Et je crois que c'est ce qui définit assez bien donc les personnages auxquels je m'intéresse. Alors, au-delà de ces thématiques que tu revisites de temps en temps dans tes projets, là, ton gros sujet, comme tu le disais tout à l'heure, c'est celui du traumatisme. Le traumatisme qui isole, qui perd, qui tue aussi ses victimes parfois, et qui place là ton héros sur un fil. Par exemple, quand il écoute les enregistrements que la fille allemande lui a donnés, on sent tout le côté névrotique, c'est-à-dire qu'il devient obsédé par ces enregistrements qui en même temps le détruisent, le bouffent de l'intérieur. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très percutant, ces enregistrements, ces voix qui narrent des scènes de torture. Tu crées tout un monde finalement de souffrance et de trauma. Basiquement, concrètement, comment tu as écrit puis fabriqué ces témoignages ? La plupart des témoignages qu'on entend dans le film sont des témoignages qu'on m'a vraiment confiés. C'est-à-dire que là, je reviens donc en 2016, quand je suis à travailler sur cette question du trauma pour, je le pense, un documentaire. J'entends énormément de témoignages, de récits, de tortures et de passages en prison. Et je les note, je prends cette matière-là. Et je sais que cette matière, elle est extrêmement dure, elle est presque inaudible. C'est-à-dire que je sens bien que pour le spectateur, il ne faut pas lui donner de manière frontale, parce que sinon, on se ferme. Donc, je réfléchis à ce qu'en fait, notre personnage principal, Hamid, puisse presque servir de tampon. C'est-à-dire que dans la façon dont on est dans la scène, on n'a pas l'impression que c'est nous qui écoutons le témoignage, mais c'est lui qui l'écoute. Et nous, on est attentifs à lui. Ce qui fait qu'on arrive à lire ces mots qui sont les mots les plus durs qui existent, on arrive à entendre ces phrases, parce qu'on les vit à travers lui et qu'il atténue presque la frontalité de ça, et que ça m'intéresse beaucoup plus de sentir l'effet que ça lui fait, et qu'on puisse deviner qu'il a vécu la même chose, alors que si face caméra il nous le racontait, on bloquerait notre esprit, on se fermerait. Là, moi, je repense au début de ton film. Lorsque je l'ai vu la première fois, c'est vrai que j'ai mis du temps à comprendre les situations, les liens, à rassembler toutes les pièces du puzzle. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans tes courts et moyens métrages. Souvent, rien n'est clairement explicite. On le présume, mais on n'est jamais sûr de rien.
D'autant qu'ici, dans Les Fantômes, le mensonge et la méfiance sont omniprésents et tissent tout un univers de paranoïa. Un des personnages dit d'ailleurs qu'il y aurait des agents de Bachar parmi les réfugiés, qu'il faut faire confiance à personne. Hamid lui-même ment au téléphone à sa mère. Il utilise même des détails de la personne qu'il traque, et que ce soit lui ou cette personne-là, eh bien souvent il se présente selon des noms différents. Bref, tout cela donne une atmosphère un peu nébuleuse et tu maintiens le spectateur dans un certain flou, comme la photo qu'il a en main. En termes d'écriture et de structure de récit, il faut néanmoins faire attention à ne pas complètement le perdre. Alors, comment tu as géré cet équilibre entre désorienter le spectateur et ne pas le perdre complètement, de manière à ce qu'il reste actif? Oui, c'est ça, c'est un équilibre qui est très ténu. En fait, je cherche pas à le désorienter. L'idée, c'est de ne pas tout donner tout de suite pour pouvoir permettre au spectateur d'être actif, de travailler, d'échafauder des hypothèses, d'être ancré dans le film. Très franchement, ça se fait un peu à l'écriture, mais c'est très théorique. Et donc, ça se fait surtout au montage. Et donc là, ça a été un montage extrêmement long et minutieux parce qu'on monte des petites choses et qu'on monte surtout ce qui permet au spectateur de se projeter ou non, de comprendre ou non ce qui se joue dans la tête du personnage. Et l'idée, c'était que chaque semaine, on avait une projection avec une dizaine de personnes qui n'avaient pas lu le film, qui n'en avaient pas entendu parler, qui ne me connaissaient pas. Et donc, pendant une quinzaine de semaines, on a eu une projection par semaine. Et ça nous permettait de saisir exactement qu'est-ce que les gens comprennent à quel moment. Ce qu'on appelle des projections tests, en fait. Exactement. Exactement. Mais parfois, les projections tests, c'est fait pour un distributeur, pour savoir si les gags sont drôles ou si le film est trop long. Là, c'était vraiment des projections uniquement pour le monteur et moi, pour sentir, en fait, à quel point ce qu'on a mis en place est clair et lisible ou pas encore. Donc, pour que le spectateur comprenne ce qui se passe dans la tête du personnage, c'est par un grand nombre de choix. On a beaucoup d'outils pour permettre ça, mais il faut être sûr de ce que ces outils donnent. Ils ne sont pas aussi précisément tranchants que d'autres. Donc, on est toujours obligé, quand on fait un choix, de vérifier ce que les gens comprennent. Oui, en fait, à la fin, ça devient vraiment de la chirurgie. Exactement. Exactement. Mais le film est là, c'est-à-dire que on a l'impression que c'est fluide et comment dire, assez linéaire, presque comme trajet. Et pourtant, c'est une suite de micro décisions constantes au fil de chaque scène pour pouvoir guider le spectateur dans ce qu'il doit comprendre, ce qu'il doit savoir, et en même temps de lui laisser aussi de l'espace pour pouvoir faire résonner les questions d'Hamid, pour pouvoir s'ouvrir, se questionner lui-même, enfin, de lui laisser assez d'espace à lui. Hmm. Parlons production maintenant. Ton film se passe principalement en France, mais aussi au Liban, en Syrie, en Allemagne. On y parle le français, l'anglais, le turc, mais surtout l'arabe. Le casting, lui, n'a aucune tête d'affiche. Alors, comment on finance un premier film si international dans sa distribution, dans les décors, dans les langues parlées, avec un sujet aussi dur par ailleurs? On y allait un peu, à l'aveugle, parce que moi, ça fait plusieurs courts-métrages que je fais avec cette même productrice, mais là, c'était vraiment son premier long en production. Et on a vécu une expérience, à mon avis, assez rare sur le fait que c'est un premier film qui s'est très vite et très bien financé. On a beaucoup eu d'interlocuteurs qui nous racontaient qu'ils étaient plutôt contents. Quand je parle d'interlocuteurs, je parle d'interlocuteurs de financement. Et donc les financements, c'est beaucoup, donc soit le CNC, soit les régions, soit des chaînes de télévision, et ensuite un distributeur pour la France, et ce qu'on appelle un vendeur qui va proposer le film dans d'autres pays. Et en fait, tous ont mis en avant le fait que ce soit un film singulier, une histoire qui ne ressemble pas aux autres, et qu'en fait, c'est ça qu'ils cherchaient. Souvent, quand on écrit, on s'auto-censure un peu, ou qu'on essaie de se dire quand même, il ne faut pas que le film aille trop loin, ou il faut essayer de rester dans les clous de ce qui se fait. Et là, sur Les Fantômes, ça n'a pas été le cas. Je suis vraiment allé au bout d'une idée, et j'étais prêt à en discuter si elle ne trouvait pas preneur. Et vraiment, on n'a eu que des retours qui nous racontaient qu'ils étaient en recherche en fait, de films qui essaient de trouver leur propre singularité. Donc c'est un film qui coûte cher parce qu'il se tourne sur plusieurs pays, parce qu'il y a des comédiens qui viennent de plein de pays différents, qu'il y a beaucoup de coûts logistiques, d'avions, de mise en place. Donc c'est un film pour lequel il nous fallait assurément un budget important. Alors quand je dis important, à l'échelle d'un premier long, un budget important pour nous.
Et du coup, on a eu la chance que tous ces voyants soient ouverts. Combien a coûté ton film ? Le film a coûté 3,8 millions d'euros qu'on a pu utiliser pour pouvoir, pour de vrai, tourner sur 3 pays, pour pouvoir avoir constamment un très grand nombre de figurants dans tous les lieux dans lesquels on tourne, parce que c'était indispensable pour la crédibilité de l'histoire, le fait qu'il y ait toujours une dizaine de jeunes étudiants autour de celui qu'on suit, sinon cette quête n'était pas crédible. Et aussi pour pouvoir avoir un temps très très long de post-production, de montage image et de montage son, où on a des temps hyper longs par rapport à un film classique. Ta productrice, Pauline Séglan, elle te suit depuis un moment. Quand on n'est pas du cinéma, on se fait toujours une idée un peu rétro du rôle de productrice, comme une sorte d'investisseuse, et pas du tout comme une collaboratrice au développement ou à la création de projets. Comment ça se passe entre vous ? Qu'est-ce qu'elle t'apporte ? On s'est rencontrés au moment où elle a fondé la société, les films Grand 8. On a le même âge tous les deux, on a moins de 40 ans. Et donc ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille ensemble. En écriture, on discute tous les deux de chaque virgule et de chaque choix, sur les questions de casting, d'équipe, de choix visuels, et sur les questions de financement aussi. Donc l'idée d'un producteur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui essaye d'évaluer combien un film peut coûter et qui essaye de trouver les sommes. Et donc sur toutes les questions de financement, par exemple, on les fait ensemble, à se demander est-ce qu'on va chercher de l'argent dans telle région ? Est-ce qu'on se dit qu'on va faire une coproduction avec tel ou tel pays ? Est-ce que quand on a l'argent, est-ce qu'on le met plutôt dans un tournage plus long ou dans une équipe plus réduite ou, bref, c'est finalement la personne qui, avec moi, fait le film. On fonctionne vraiment en duo, je dirais en binôme. Juste une curiosité, là ton film il est produit par les Films Grand 8 qui t'ont aussi accompagné sur des précédents projets, mais quand je regarde ta filmo, j'ai vu aussi Blauer Film et Dublin Film. Comment ça se passe en fait ? T'as plusieurs producteurs en même temps ? En fait, là, depuis genre 10 ans, j'ai une boîte avec qui je fais des fictions et une boîte des documentaires. Parce que Film Grand 8 qui produit mes fictions, les documentaires les intéressent moins, ils savent moins faire. Et c'est un peu la même chose pour celle qui fait du docu. Donc c'est vraiment, là c'est un équilibre assez tranquille entre les deux. Alors parlons un peu des acteurs. Le personnage principal campé par Adam Bessa, il est vraiment très intense. Avec le recul, j'ai même du mal à imaginer un autre acteur dans ce rôle. Comment s'est passé le casting pour ce personnage ? Comme je le mentionnais tout à l'heure, je cherchais au départ des comédiens syriens, mais pour des raisons géopolitiques presque, c'était pas possible. Donc ensuite, on a vraiment ouvert le casting et j'ai rencontré des comédiens de plus d'une quinzaine de pays. Moi, j'étais assez intéressé par l'idée d'avoir des visages que je ne connaissais pas. Je reconnais qu'en tant que spectateur, ça m'intéresse. Donc quand je dis des visages qu'on ne connaît pas, ça ne veut pas dire des comédiens non professionnels. En l'occurrence, pour un rôle aussi intérieur et dans lequel il faut pouvoir faire passer des émotions sans les jouer, j'étais sûr que je voulais un vrai comédien. Mais ça m'intéressait d'avoir un visage qu'on n'a pas l'habitude de voir et un visage qui du coup amène de l'authenticité à ce rôle. Et c'est vrai que Adam, quand je l'ai rencontré, j'ai senti qu'il avait toute l'intensité qui était nécessaire pour ce personnage. C'est-à-dire pour qu'on croie que tout ce qui arrivait à son personnage lui est vraiment arrivé pour de vrai. Il a cette espèce d'aura de gravité, quelque chose qui pèse sur ses épaules. Et lui, il arrive à nous retransmettre, à nous créer de l'émotion avec ça. Passons au bourreau, en tout cas le présumé bourreau, interprété par Tafik Barom. Il est dit sur les témoignages audio que c'est le diable. Mais quelle tête peut avoir le diable ? En même temps, il doit y avoir une incertitude qui plane. Est-ce que ce Sami Hanna, qui a quelque chose de doux et d'inquiétant en même temps, est-ce que c'est lui, ce Arfaz le tortionnaire ? Comment tu as casté cet autre personnage et quelle idée en tête tu avais quand tu l'as casté ? En tout cas, j'étais sûr de ce que je ne voulais pas. L'idée des personnages un peu archétypes, un peu stéréotypes, où dès qu'on veut raconter qu'un personnage est négatif, il a des gros bras poilus et des sourcils froncés. Donc je sentais bien que je cherchais autre chose. Comme le film raconte quand même cette espèce de très lente approche vers ce personnage, qui au début est de dos, flou, et puis petit à petit on s'approche de lui, j'avais quand même besoin de quelqu'un qui soit assez magnétique, c'est-à-dire qui crée le désir de s'approcher, de le voir, de l'entendre parler, enfin. Et c'est pour moi la première qualité de Taoufik, c'est qu'il a ce magnétisme inné.
Alors, il émane, comme on l'a dit, de chacun d'eux quelque chose d'assez fort. Pour l'un, le magnétisme et pour l'autre, une forme d'intensité. En tout cas, ils ont tous les 2 un jeu sans réplique qui est très puissant. Est-ce que tu as modifié ton scénario après avoir rencontré tes acteurs? Pas tant que ça, parce que dans le fond, c'est un film qui est assez peu dialogué. Ce que j'ai surtout fait, c'est de trouver avec les comédiens comment exprimer tout ça, et notamment par les gestes. Et c'est vrai avec Adam, qui joue donc le rôle principal, celui d'Hamid, on a passé des semaines et des semaines à travailler sur les gestes, pour ne pas avoir à tout raconter aux spectateurs, pour ne pas avoir à surinformer. On a essayé de faire comprendre à sa manière de ne pas s'asseoir sur le dossier de sa chaise, par exemple, qu'il avait des cicatrices de torture dans le dos, à sa manière de ne pas pouvoir rester en place, de pouvoir raconter ce qui joue en lui. Enfin bref, d'essayer de trouver la juste compréhension des personnages par du visuel et dans la préparation des rôles. Donc je pense que c'est ça qui a le plus influé. Et justement, c'est ce que j'allais te demander dans ton travail avec les comédiens. Donc, je devine qu'il y a eu pas mal de répétitions en prépa. Mais sur le tournage en lui-même, est-ce que tu leur as demandé d'être très proche du texte, même s'il n'y en a pas énormément, ou au contraire, tu leur as demandé de te faire des propositions? Non, sur le texte, on est resté très proche, notamment pour les questions dont on parlait tout à l'heure de quels indices on donne aux spectateurs ou pas. On ne pouvait pas se permettre d'improviser, d'enlever des choses ou d'en rajouter. Donc les endroits où il y a vraiment de l'espace et de la liberté pour les comédiens, c'était plutôt sur le temps, sur les regards, sur les silences, sur les déplacements. Ouais, je crois vraiment sur la temporalité des scènes, c'est-à-dire sur des mouvements qui pourraient à l'écrit sembler très rapides et qui en fait prennent un temps fou. C'est plutôt ça qu'on a joué. Alors, c'est un film français, mais où le français n'est pas la langue principale du film, ou en tout cas, il y a beaucoup d'arabe. J'imagine que c'est une langue que tu ne parles pas? En fait, j'ai appris l'arabe il y a longtemps et il y a 15 ans, je me débrouillais pas mal en arabe. OK. Depuis, je l'ai beaucoup perdu, mais du coup, il me reste quand même quelques bases. Après, j'ai longuement travaillé avec une personne qui a été très importante, qui est celle qui joue le personnage de Yara. Et en fait, elle n'est pas comédienne, c'est une réalisatrice syrienne qui m'a vraiment épaulé pendant les castings, pendant l'écriture et pendant toutes ces traductions arabes, et qui était aussi la coach arabe-syrien pendant le tournage. Parce que Adam Bessa, par exemple, le comédien principal, il ne parle pas du tout l'arabe syrien, donc il l'a vraiment appris pour le film. Ah ouais, d'accord. Donc c'est justement ce que j'allais te demander parce que j'ai souvent en référence, par exemple, tu sais, des films américains avec des scènes tournées en France et en termes de direction d'acteur, ou tout au moins de tonalité, ça, il y a souvent beaucoup de maladresse. Et là, du coup, tu avais cette personne qui était un peu garante de la justesse du ton des répliques en arabe. Ouais. En fait, on a même fait 3 sessions entières de post-synchronisation. C'est-à-dire que post-synchronisation, c'est vraiment de reformuler certaines consonnes ou certaines expressions pendant le montage pour que le film soit absolument parfait dans le respect de l'arabe syrien. Et du coup, on a fait venir plusieurs Syriens qui ont écouté le film de bout en bout. Et à chaque fois qu'on avait des remarques, on repartait en studio pour réenregistrer les répliques. Et là, aujourd'hui, vraiment, il joue comme un Syrien et en fermant les yeux, on a le sentiment qu'il est Syrien. Alors parlons un peu du tournage lui-même. Dans ton film, les lieux ont leur importance dans la narration, que ce soit les chantiers, les bancs d'université, les centres pour réfugiés, il y a un restaurant libanais qui est bondé, le marché de Noël. À la fois leur banalité et la foule qui remplit ces lieux, ça exacerbe la tension du récit, créant même une sorte de dichotomie entre les enjeux des héros et le reste de la foule. Comment toi, tu as géré tes repérages et ensuite comment tu as géré ces espaces au tournage pour créer justement cette tension entre ce qui se passe entre les personnages et la banalité, la quotidienneté de ces lieux? Oui, c'est vrai que c'était le principe de ces choix de lieux, mais qui, encore une fois, viennent du réel. Et moi, ça me fascinait d'imaginer que cette quête, qui est une question de vie ou de mort, qui raconte la géopolitique et les plus grandes questions du monde, se passe au fin fond d'une cafétéria entre des étudiants hilars dont les préoccupations sont les prochains partiels ou la jeune fille qui cherche à séduire. Disons que ce soit des lieux aussi pleins de vie et de légèreté. Je pense que ça confère beaucoup de cette solitude dont on parlait tout à l'heure sur Hamid, c'est-à-dire qu'il est vraiment le seul à savoir à quel point il se joue quelque chose de fort. Et je trouve aussi que pour le spectateur, ça incarne cette quête. C'est pas, ça enlève de la distance.
C'est pas une quête lointaine qui se passe dans des lieux imaginaires ou abstraits. C'est aujourd'hui, là, présent autour de nous. Par rapport à certains de tes courts-métrages ou tes moyens-métrages, comme Grand 8 Et toujours nous marcherons ou La Veillée, qui sont tournés de manière assez naturaliste, là, tu prends plus de liberté, plus de paris dans ta mise en scène, tu oses plus, ce qui peut paraître assez finalement étrange, au sens où les courts-métrages, n'étant pas soumis à des impératifs financiers, on dit souvent que ce sont des lieux d'expérimentation. Or, les fantômes ne manquent justement pas d'expérimentation formelle, peut-être même davantage que tes cours. Est-ce que c'est simplement ta maturité de cinéaste qui opère ou vraiment tu avais eu des envies très précises de mise en scène très particulières pour ce film-là? Je pense qu'effectivement, mes différents courts-métrages m'ont donné plus de confiance et d'envie de radicalité, sans que le film ne soit radical, mais en tout cas de partir dans des directions de mise en scène et de choix plus précis, plus singuliers. Et je pense aussi que le sujet l'appelle. Les grandes décisions à prendre sur ce film, c'était vraiment comment faire entrer le spectateur dans la tête du personnage. Dans un court-métrage, d'une certaine manière, j'étais encore trop dans la mise en place d'un scénario et d'un récit. Je trouvais moins l'espace pour utiliser tous les outils du cinéma. Et là, dans Les Fantômes, tout converge. Et donc, ces choix-là me permettaient d'aller de manière assez cohérente, en fait, jusqu'au bout. C'est-à-dire que je ne crois pas au style pour le style, ou à l'envie de faire un beau plan, ou un plan qu'on retient, ou un plan particulier. Il y a vraiment cette idée que tout devait aller dans le même sens. Je note par exemple que dans la plupart de tes courts-métrages, la caméra, elle est beaucoup à l'épaule, alors que là, sur ton long, elle est davantage posée. Il y a pas mal de travelling, où souvent c'est posé sur un pied. Et d'ailleurs, en termes de découpage, là, tu as un film qui est vraiment un film personnage, où on colle au basque de Hamid, quelque part, donnant au film un point de vue très défini. J'imagine que ça t'a pas mal aidé dans les décisions formelles de tournage, comme où est-ce que je place ma caméra, quel axe je prends, quel acteur je fais jouer en premier, non? Oui, c'est comme si je m'étais dit que l'histoire était assez forte pour que je n'ai pas besoin de la surappuyer par des choix de cadre, et que du coup, il y aurait quelque chose d'encore plus fort à avoir une caméra posée sur un pied. C'est-à-dire de se dire que cette histoire est tellement incroyable et qu'elle convoque différents pays sur plusieurs années, ces questions de filature, pour se dire, est-ce que c'est pas plus fort justement d'avoir une caméra plus posée? Hmm. Donc je pense vraiment que c'est le lien entre le sujet et l'envie de faire vivre presque une sorte d'expérience immersive au spectateur. Ouais, carrément. Et est-ce que toi, tu places d'abord ta caméra ou d'abord tes comédiens sur une scène? Et ben là, dans ce cas précis, j'ai quand même souvent posé d'abord la caméra. Alors, les comédiens sont pas du tout habitués à ça. Quand on a des scènes où les personnages disent ce qu'ils pensent et où ils interagissent avec d'autres, on a envie de les laisser libres et de leur laisser de l'espace. Mais là, c'est vraiment un film mental. Et le choix de la caméra, c'est celui qui nous dit où en est le personnage et ce qui se passe dans sa tête. Et c'est par moments plus important que le jeu. Donc, très souvent, la caméra venait avant. Je note aussi une attention particulière. Alors, moi, j'ai surtout vu sur les costumes. Hamid, qui est souvent en bleu, gris, de manière très sobre, ce qui le dilue souvent dans le décor. Parfois, il a même une capuche qui recouvre son visage, alors que, à l'opposé, le présumé tortionnaire utilise des couleurs qui tranchent un peu plus, du beige, du rouge, parfois il est en jogging, illustrant même une forme de légèreté ou d'envie de passer à autre chose. Comment tu as travaillé globalement avec les HMC, c'est-à-dire habillage, maquillage, coiffure? Ça fait plusieurs films que j'ai quand même la même collaboratrice, qui est aussi réalisatrice d'ailleurs. Elle s'appelle Esther Misus, c'est la sœur de Léa Misus. Mhm. Et en fait, elle s'occupe presque sur le film de la direction artistique. C'est-à-dire qu'on parle ensemble des choix de couleurs, de ce qu'on va voir ou ne pas voir. Moi, j'ai presque rédigé une sorte de livre d'intention, qui est un document qui doit faire 60-70 pages, où pour chaque scène, vraiment, j'essaye de mettre à plat toutes les intentions de ce qu'on raconte dans la scène, pour que tous les corps de métier du tournage, et effectivement ceux dont tu parles en HMC, puissent être au diapason de la scène. Ensuite, ça se retrouve dans les décors, dans les costumes et à tous les endroits du film. Donc vraiment, l'idée, c'est de le penser, de pouvoir l'incarner au mieux, de raconter
qu'on commence dans un film plutôt privé de couleurs et que la couleur va progressivement apparaître à travers notamment le personnage de Yara et qu'on va avoir une explosion de couleurs dès qu'on retraverse la mer et qu'on arrive au Moyen-Orient. Et ça, c'est vrai que c'est très préparé. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur quelques séquences en particulier avec toi, car le film ne manque pas de scènes très fortes. Par exemple, la scène introductive. Alors je vais la resituer un tout petit peu. L'ouverture de ton film se fait dans la pénombre, on est dans un camion parce qu'on entend le bruit du moteur, il y a des voix, des pleurs, puis avec le vent qu'on entend et qui soulève une bâche, un ray de lumière découpe des silhouettes avachis, on voit des têtes baissées, on entend des prières, on ne sait pas trop où est-ce qu'on est ni dans quelle temporalité, puis le moteur finit par s'arrêter brutalement, on tape sur la carrosserie, d'un coup un soldat soulève la bâche, la lumière inonde le camion et l'écran, le soldat leur demande en arabe de descendre. Des corps meurtris en sortent doucement, la lumière aveuglante, le grand désert. Les militaires vont-ils exécuter ces corps sans force? Non, ils tirent en l'air et leur demandent de dégager, alors qu'on est en plein milieu de nulle part. Combien de temps peuvent-ils survivre sous ce soleil? Un homme tombe à terre, cruelle mise à mort, sans balle ni poison. Un autre homme se retourne et le regarde. Immédiatement, un des soldats le menace, puis un autre soldat lui dit de laisser tomber parce qu'il est déjà quasiment mort. Le camion s'en va, les silhouettes s'avancent dans le désert poussiéreux. Il est indiqué qu'on est en Syrie. Puis vient le titre sur panneau noir, Les fantômes. Et d'un coup, en cut, on se retrouve dans une autre poussière, mais cette fois la poussière d'un chantier. Et là, il y a le même personnage, celui qui se retournait dans le désert, qui apparaît sans stigmate, avec un gilet orange. Et il est noté 2 ans plus tard à Strasbourg. Alors moi, en tant que spectateur, sur ce début de scène, il est très dense. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, évidemment. Et je me demande, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que tous les autres sont morts? Qu'est-ce qu'il vient faire en France? Et je devine que c'est cela que le film va sans doute me raconter. Mais déjà, ce que je ressens, c'est que le film il m'a déjà fait, dès le début, une impression très puissante, parce qu'il utilise des matériaux très cinématographiques. Et moi, j'aime beaucoup quand un film rentre directement dans la matière, qu'il donne un ton et nous coupe de notre propre réalité. Une cinéaste comme Justine Triet, je l'ai souvent entendu dire qu'elle aimait beaucoup justement rentrer de manière très droite dans son récit et qu'une première impression, c'était vraiment quelque chose de vital. Quelle idée, toi, tu te fais d'une ouverture de film? Ça va dans ce sens-là, c'est sûr. C'est-à-dire que cette première scène dans Les Fantômes, elle a 2 principaux axes de nécessité, disons. Le premier, je le vois un peu comme un pacte avec le spectateur, mais ce qui correspond, comme tu dis, au fait de créer en fait ce que sera l'univers du film. Donc on commence sur quasiment 1 minute dans le noir, avec des sons. Et c'est une manière de dire que pendant les 1h45 qui vont suivre, le film ne va pas toujours tout montrer, que ça demande un peu d'effort de la part du spectateur pour se projeter, mais qu'en même temps, il n'y a pas de mystère pour le mystère et que tout ce qu'on a envie de se projeter est clair. Parce que quand la lumière arrive, tout ce qu'on a imaginé, c'est exactement ce qui est là. Donc on ne va pas créer de fausses surprises, mais qu'on va permettre au spectateur de d'abord faire fonctionner son imaginaire, ses images mentales, ses images à lui, de pouvoir les convoquer. Et ensuite, ce qui va suivre, c'est-à-dire les soldats, la violence, les coups de feu, c'est une manière de dire l'intensité du film, elle se joue à cet endroit-là. C'est des questions de vie ou de mort. Tout ce qui va se passer par la suite va être chargé de cette minute 30 qui suit, où on a vu des corps mourir, affamés, des soldats pouvoir tuer quelqu'un. Et ça suffit pour moi à charger l'ensemble des scènes qui vont suivre, qui peuvent se passer dans le quotidien, qui peuvent être une scène sur un banc, on voit notre personnage s'asseoir à côté d'une jeune femme, et on sait tout de suite qu'il ne va pas s'agir de légèreté, que ça ne va pas être une histoire d'amour qui va se jouer là, on sait tout de suite qu'il y a quelque chose qui pèse sur tout ce qu'on va voir scène après scène. Alors, autre séquence marquante, et qui est un peu dans le mode exploration du cinéma, comme je disais au tout début, c'est celle des plateformes de jeux vidéo en ligne qui reviennent plusieurs fois. En fait, Hamid retrouve ses collègues de traque de criminels de guerre sur des jeux en ligne, mais pas n'importe quel jeu, c'est des sortes de Call of Duty, c'est-à-dire des jeux de guerre, dans des décors de villes de Moyen-Orient détruites, qui renvoient à la brutalité, à la destruction, aux exécutions sommaires que Hamid a sans doute vécues. Et là, c'est précisément à cet endroit virtuel que ces justiciers se contactent secrètement entre eux. Ce qui crée quelque chose d'assez absurde. Alors évidemment, on sait que les plateformes de jeux vidéo en ligne, c'est souvent des lieux où il y a beaucoup de discussions entre guillemets secrètes. Mais à quel moment
toi, tu as senti dans ta recherche que ce fragment de la réalité, parmi 1000 autres détails, eh ben, ça pouvait devenir une brillante idée de cinéma. C'est quand moi j'ai eu des témoignages de gens qui faisaient partie de ces cellules secrètes. C'est des rencontres que j'ai faites par Zoom avec des Zooms éteints, c'est-à-dire sur des écrans noirs. Et donc j'ai juste eu des voix. Et ces voix, elles m'ont semblé hyper fortes, hyper incarnées, et je me suis figuré en fait des visages, des corps, des attitudes. Et donc ça m'a donné envie qu'on ne voit jamais les gens de ce groupe, les gens qui sont autour d'Hamid, mais qu'on puisse laisser libre cours à notre imaginaire sur qui constitue ces cellules secrètes. Ensuite, à l'image, cette question de jeu vidéo, c'est vrai qu'elle résonne avec tous les enjeux du film. Elle me permet d'éluder toutes les questions de flashback et de vision d'une ville détruite, parce que juste en une image de jeu vidéo, je peux raconter la dureté de la guerre et un paysage en ruine. Et puis, ce jeu vidéo, c'est vraiment presque la direction formelle du film, qui est de se dire, on va essayer de travailler en immersion. Et là, c'est le pire pour notre personnage, c'est qu'il se retrouve de manière assez cruelle en immersion dans la guerre qu'il a voulu fuir à travers ce jeu vidéo. En tout cas, c'est une belle trouvaille. Moi, j'avoue que c'est assez impressionnant parce que je me dirais, tiens, en théorie, ça peut vraiment être très fort, mais en pratique, est-ce que c'est pas une idée un peu foireuse qui risque de pas du tout marcher? Voilà, moi en tout cas, ça m'aurait beaucoup inquiété. Il y a une autre scène dont je veux parler, et c'est la scène du film, ou en tout cas jusqu'à ce moment-là, tu as été vraiment terriblement efficace dans tes séquences, coupant à l'os, et là tu t'autorises à la longueur pour cette scène paroxystique et centrale du repas entre les deux personnages dans un restaurant libanais, je crois. Alors je ne sais pas si tu l'avais en tête au moment de l'écriture, mais la puissance qui se dégage de ta scène me rappelle celle de Heat de Michael Mann entre De Niro et Al Pacino, qui se passait également dans un resto roots. Heat, c'est un thriller policier très musclé et très puissamment mis en scène, où les deux monstres sacrés du cinéma US s'observent d'abord longuement à distance, jusqu'à se retrouver dans ce resto roots. D'ailleurs, c'est aussi un film quelque part assez sensitif, avec des filatures, des écoutes, des scènes d'action. Bref, revenons à ton film. Sur cette scène, tu utilises simplement 3 axes. Des gros plans en champ, contre-champ, puis un plan moyen de côté qui est placé au début et à la fin de la séquence. Ce qui donne un découpage qui, pour la première fois dans le film, les place dans une forme d'égalité stricte. Mhm. Jusqu'à présent, il y avait beaucoup de plans serrés sur Hamid et en contre-champ, plans larges avec sa proie. Et là, ils sont cadrés à la même échelle. Dans cette scène, il y a un jeu de cache-cache qui commence, les deux prêchant le faux pour savoir le vrai. C'est une scène très stressante pour Hamid, mais aussi pour le spectateur. Et moi, je trouve qu'elle est vraiment très réussie. Et après le film, en y repensant, je me suis dit, waouh, quel plaisir ça a dû être à tourner. Et en même temps, j'imagine peut-être beaucoup de stress et d'angoisse parce que le film conduit inévitablement à cette scène de confrontation. Alors, comment tu as écrit cette scène et surtout, comment ça s'est passé au tournage? C'est vrai que moi j'aime bien croire aux scènes, c'est-à-dire que à des moments dans certains films, le temps se distend et on est complètement immergé dans une scène et on ne compte plus les minutes, il n'y a plus de rapport d'équilibre ou de besoin d'efficacité, on est juste plongé presque dans le temps réel de la scène. Donc tu cites Hit, t'as raison, et c'est vrai que j'ai d'autres modèles de films comme ça. Je pense à Hunger, par exemple, de Steve McQueen, ou même dans Ghost Story, t'as une scène comme ça qui semble arrêter le film, et où à un moment, on vient te dire que chaque seconde qui se joue dans la scène va être retranscrite. Et je trouve que ça convoque presque la puissance du réel, enfin la puissance de te dire que, comme au théâtre, ce qui a été joué t'est retranscrit avec la même temporalité. Donc ça, pour moi, c'est hyper important et hyper nécessaire. Le travail avec les comédiens était un peu particulier parce que le personnage qui joue Arphaz, lui, ne parle quasiment pas français. Donc il l'a aussi appris pour la scène. Et donc quand on la joue, c'est 14 minutes en continu où il parle. Et où il parle avec son français là. Donc on n'a pas pu... en profiter comme on le voulait, jouer sur chaque virgule, sur chaque temps et tout ça, parce que la question de la parole était compliquée. Et en même temps, c'est pas une scène sur la parole. C'est-à-dire que dans toutes les répétitions, dans le travail qu'on a pu faire avec les comédiens avant,
Vraiment, ce qui est important, c'est ce qui est pas dit. Et du coup, les grands enjeux de la scène, pour moi, c'est à quel moment ils se regardent, à quel moment il y a des silences, à quel moment ils bougent, à quel moment ils s'arrêtent, et comment on peut comprendre toutes les étapes d'émotion par lesquelles va passer Hamid. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'idée de pouvoir enfin être frontal face à celui qu'on a longuement traqué de dos, et de les mettre à égalité, comme tu dis, c'est-à-dire de rejouer sur ce rapport de miroir qui est exploité plusieurs fois dans le film, de se dire qu'entre entre le bourreau et la victime, il n'y a pas grand-chose qui les différencie physiquement, et qu'ils viennent du même endroit, qu'ils ont le même âge, qu'ils ont le même type de physique, et qu'en fait, c'est juste des choix de vie, des endroits de où ils sont nés, de qu'est-ce qu'ils ont commis dans leur vie, qui les amènent à être d'un côté ou d'autre de la ligne. Et donc ce rapport au miroir est presque nécessaire sur qui va s'en sortir et comment, et toute la question de est-ce qu'il faut être dans le déni de ce qui s'est passé, ou est-ce qu'au contraire il faut s'y confronter jusqu'à en avoir mal pour pouvoir rebondir après. Enfin, cette scène vient vraiment travailler ça aussi. Enfin, je repense à une dernière scène. Alors, c'est plutôt vers la fin du film. C'est la scène qui se passe à Beyrouth avec un gardien de prison qui a déserté. C'est un personnage un peu important dans le récit, puisqu'il peut enfin dire si Sami Hanna est bien Arfaz. Et là, ce qui joue, c'est la résolution de l'énigme du film. Alors, la scène, elle pourrait monter en tension, d'autant qu'on sait que c'est un endroit qui est rempli sans doute d'indicateurs à la solde de Bachar el-Assad. Et là, tu le fais le choix complètement opposé à celle du restaurant. C'est-à-dire, tu fais le choix d'une efficacité totale. Seulement 3 répliques. Et Hamid, il abrège le rendez-vous tout de suite. Et moi, quand j'étais dans cette scène, ça m'a vraiment... la première fois que j'ai vu le film, ça m'a vraiment pris de court. Puis en le revoyant une deuxième fois, je me suis dit, ah oui, c'est quand même en fait hyper cohérent avec le personnage et l'intention du reste du film d'être à l'os. Mais toi, quand tu tournes cette scène, il y a un nouveau décor, il y a ce nouvel acteur, etc. Est-ce que tu n'as pas la tentation d'étirer la scène? Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que dans le fond, là, ce qui m'intéresse dans cette scène, c'est l'attente. C'est-à-dire, est-ce que le gars va venir, à quoi il va ressembler, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va le reconnaître? Et une fois qu'il est là, la scène pourrait presque être muette. Il y a 2 répliques, hein. Des répliques qui racontent que tout est plus compliqué que ce qui n'y paraît, enfin que les enjeux sont plus larges, disons. Mais j'ai l'impression que une fois qu'on a passé cette longue scène de restaurant dont on parlait jusque-là, tout n'est que résolution. Et que la résolution, c'est les 4 points importants que Hamid doit résoudre, c'est-à-dire pouvoir prouver au monde entier que c'est Arfaz ou non, et ensuite ses résolutions à lui intimes. Qu'est-ce qu'il doit faire par rapport au groupe, qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à sa famille, qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie à lui. Donc pour moi, en fait, au moment où il quitte le face-à-face, le restaurant, toute cette partie à Beyrouth relève vraiment de la résolution. Hmm. Alors maintenant, parlons un peu du montage. On avance un peu dans la chronologie de la fabrication du film. Tu as collaboré avec Laurent Sénéchal. Alors c'est le monteur de Justine Triet et Arthur Harari. Autant dire que c'est quand même une belle pointure. Comment toi, tu convaincs le moteur d'Anatomie d'une chute de travailler sur un premier film, le tien, pour son film suivant? Écoute, en fait, on s'était rencontrés une bonne année avant autour du scénario des fantômes qu'il avait lu dans le cadre d'une consultation pour le festival Les Premiers Plans d'Angers. Ça l'avait beaucoup interrogé, il avait plein de questions. Enfin bref, il était plutôt plein d'intérêt à imaginer le montage de ce film qui, honnêtement, sur le papier, laisse plein de doutes et de questionnements sur à quoi ça va ressembler. Et j'ai profité du fait que ce soit une année où ni Justine Triet ni Arthur Harry ne tournent pour pouvoir avoir un temps avec lui. Non, je plaisante à moitié, mais en fait, c'est un peu ça. Dans le fond, c'est un monteur qui est plutôt jeune aussi, en tout cas qui fait presque partie de la même génération que moi et qu'Arthur et Justine, et qui est donc pas du tout fermé au premier film. Et donc la grande question, c'est le temps. En fait, quand tu es monteur, tu as souvent une relation très proche avec des gens avec qui tu as déjà collaboré. Et il n'y a que quand tes réalisateurs avec qui tu travailles souvent ne font pas de film que tu peux être disponible pour quelqu'un d'autre. Et donc là, ça c'est plutôt bien joué pour nous, parce que c'est vrai que
pour la plupart de ses autres films, c'est 1 an de travail. Je pense à Anatomie d'une chute, mais Onoda aussi. Et nous, dans notre cas, il a commencé à travailler début juillet et on a fini en avril. Donc c'est vraiment quasiment 1 année. Question un peu classique, est-ce qu'il y a beaucoup de matière qui a été coupée au montage? Parce qu'au final, le film, il paraît très sec. Moi, voilà, forcément, je me suis posé la question de savoir est-ce que dans le scénario, il y avait un peu plus chair, un peu plus de gras, que vous avez beaucoup travaillé au montage, ou finalement, le montage correspond globalement au scénario écrit? Non, ça correspond assez. Il y a peut-être 1 ou 2 scènes qu'on n'a pas passées, mais globalement, ça correspond assez. La question, c'est à l'intérieur de ces scènes, comment réussir à bouger des toutes petites choses. Et franchement, c'est par beaucoup le son ou par des ralentis, même s'ils sont invisibles à l'image, qu'on a essayé de réajuster des temps ou de l'espace pour le spectateur. Et c'était de trouver comment, sur du travail d'hyper précision, on pouvait passer les émotions comme on le voulait. Mais vraiment, c'était pas des grandes décisions, c'était des micro-détails sur à quel moment on a quelles infos. D'où les projections test, entre guillemets, dont tu parlais tout à l'heure, quoi. Exactement. La première fois que j'ai vu ton film, j'ai été vraiment pris par sa tension, sa dimension de thriller, qui n'utilise pourtant jamais la violence. Et en le revoyant, je me suis demandé comment tu fabriquais cela. Parce que c'est vraiment l'émotion la plus forte que j'ai ressentie, moi, dans mon expérience de spectateur, c'est celle d'être littéralement pris du premier jusqu'au dernier plan. Et je me suis posé la question de comment tu avais fait pour créer cette mise en tension, et est-ce que pour toi, c'était davantage quelque chose que tu avais travaillé à l'écriture, au tournage, ou, ce qui me semblait le plus vraisemblable, au montage? Je pense qu'il y a quand même un petit cumul des trois. C'est-à-dire que j'ai essayé de me demander à l'écriture qu'est-ce qui provoquait, chez moi en tout cas, de la tension. Si on prend l'exemple des films d'horreur récents, disons, j'ai l'impression que la tension, c'est soit que tu fais peur en projetant une image auquel on ne s'attend pas, un jump scare, disons, l'apparition du méchant, soit au contraire, c'est en étant dans la retenue absolue. Et donc, je suis vraiment parti là-dessus. C'est-à-dire que à l'écriture, je me suis dit qu'on allait montrer aussi peu de choses que possible. Au tournage, j'en ai peu tourné. Et donc, au montage, j'avais les éléments pour retenir. Par exemple, quand on est dans la cafétéria et qu'on voit qu'Hamid va pas bien, qu'on sent que son trauma le secoue, qu'on sent qu'il va pas suivre les directives du groupe et qu'il commence à se diriger vers l'homme, on se dit que tout est possible. Et donc, l'idée, c'est vraiment de tenir ce plan au maximum, de le rendre aussi long que possible. Et j'ai l'impression que la tension naît de ça, du fait de se dire mais qu'est-ce qui va se passer? Et où la musique vient nous aider aussi. Je pense que sur les questions de tension, la musique vient nous dire que là, on est à un point extrême pour le personnage. Elle vient nous aider à raconter ce qui se joue à l'intérieur de lui. Donc voilà, je crois que tout est dans la question de retenir. En tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé de la fabriquer. Tu parles justement de musique, elle est assez importante dans ton film, même si je trouve que la bande originale, elle a le mérite de se faire discrète quand il le faut et d'illustrer les images sans les écraser, comme c'est malheureusement trop souvent le cas dans les films et notamment les films de suspense. Là, tu as travaillé avec Yuxek, alors qui est à la base davantage un musicien électro qu'un compositeur de musique de film. Comment s'est fait la connexion et surtout comment tu as travaillé avec lui? Est-ce que tu as monté sur des musiques qu'il avait déjà composées ou bien ce musicien a travaillé après le montage? En fait, je savais qu'il y avait une grande partie sonore très importante dans le film. Et quand je dis sonore, je pense à du son recréé, à du sound design et à de la musique. Je savais que tout le côté mental du film allait se baser là-dessus. Dès le début du montage, on a commencé à travailler des sons, le montage son a commencé, et à ce moment-là, je travaillais avec un autre compositeur pour ce film qui déjà m'envoyait des premières maquettes, mais ça fonctionnait pas, parce qu'il y a un équilibre pour ce film en particulier où, comme tu le dis, la musique doit pas prendre le pas sur le reste, et en même temps, elle doit exister malgré tout, parce qu'elle nous permet d'entrer au mieux dans les émotions du personnage. C'est du coup, après 2 ou 3 mois d'essai avec un premier compositeur, que je me suis dit qu'il fallait une autre approche. Et donc, j'ai dû rencontrer Yuxek au bout de 3 ou 4 mois de montage, donc avec une trame déjà assez bien posée. Et lui, du coup, avait le film quasiment à regarder, disons, pour pouvoir travailler. Et en fait, ce que je lui ai demandé, c'est quasiment un seul morceau qui allait du début à la fin. Et dans ce morceau, je savais que je couperais, que je ferais des trous, qu'il y aurait des moments où on entendrait à peine la musique, qu'elle se fondrait dans le réel, puis elle remonte, puis elle redescend. C'est vraiment comme si, du début à la fin, je lui ai demandé de mettre en son, mettre en musique,
ce qui se passe dans la tête du personnage. Et donc on a moins l'impression que sur d'autres films, qui est l'impression moi qui me gêne souvent de se dire ah tiens là la musique arrive, je sens que c'est une grande scène, ou ah tiens là il se passe quelque chose, on veut me le souligner. Parce que le fait de travailler comme ça donne l'impression à la musique qu'elle est inhérente, qu'elle est imprégnée dans le film, et qu'on n'a pas des scènes avec de la musique et des scènes sans. Ouais, c'est encore une fois assez particulier quand même. Et j'imagine que c'est là où le budget du film de 3 millions et quelques a permis d'avoir ces étapes de post-production assez uniques, quoi. Tout à fait, ça demande, ça demande du temps, exactement. Je voulais parler un peu finalement de la morale de ton film. Bon, je ne sais pas si on peut parler vraiment de message ou de morale, mais il y a deux choses à en dire. D'abord, il y a la question finale du film qui est de savoir est-ce que il faut tuer, faire justice soi-même ou faire confiance à la justice internationale pour condamner les bourreaux. Cette question n'est pas tellement discutée d'un point de vue moral, elle est juste traitée comme une possibilité, une issue parmi d'autres, et elle fait d'ailleurs l'objet d'un vote, où certains diront lune ou soleil. Évidemment, ça fait une double référence au fait qu'il s'agit pour le personnage principal de savoir si est-ce qu'il va aller vers la lumière et faire confiance à la justice, ou est-ce qu'il va descendre dans l'obscurité et se faire justice lui-même. Ce que je retiens, c'est que, comme pour Arphase avec les témoignages, le film ne porte pas vraiment de point de vue moral, il énonce juste des faits, laissant la liberté de penser au spectateur. Est-ce que ça, c'est une frontière que tu t'étais donnée dès l'écriture, de ne pas penser à la place des personnages ? Disons que c'est pas une frontière, mais en tout cas, pour moi, en tant que spectateur dans des films, c'est indispensable. Je n'arrive pas à vivre comme il faut des films qui m'imposent quoi penser. Un film et une œuvre d'art, de manière générale, créent des espaces de réflexion, de pensée et de nuance. Et donc, cette question de la vengeance et du meurtre, par exemple, elle me paraît intéressante parce qu'en fait, on a tous un avis théorique dessus. Ah tiens, il vaut mieux ne pas. Mais là, le film nous permet de nous plonger au cœur des pensées, des doutes d'un personnage qui est tellement imprégné de la violence du monde et face à un grand nombre d'enjeux que ça amène des nuances à cette question, qui ne relèvent plus de l'évidence. C'est-à-dire que si notre personnage votait l'une, j'arriverai à comprendre pourquoi il le fait. Ça ne veut pas dire que je pense que c'est bien qu'il le fasse, ça veut dire que je comprends quels sont les cheminements et les étapes qu'il a endurées pour en arriver là. Pour moi, ça paraît hyper nécessaire qu'on ait envie qu'il prenne une voie plutôt qu'une autre, mais que dans tous les cas, le film ne vienne jamais juger. Et d'ailleurs, justement, cette fin, elle rebondit sur quelque part la fin intérieure du personnage. Tu portes donc aussi un regard sur le trauma et la possibilité d'en réchapper. Il y a un mot qui est très à la mode depuis quelques années, c'est celui de résilience. Tu décides ainsi de sortir ton héros par la lumière, et au final, que ton film, ça soit celui d'une histoire, d'une libération. Est-ce que ce choix pour ton personnage principal, il était clair dès le début du projet ? Non, c'était pas une évidence, mais je trouvais intéressant que le personnage essaye. Parce que dans le fond, pour moi, cette fin, c'est pas un happy end. C'est pas une fin où, d'un coup, tout va bien, il se met à sourire et à commencer à faire court, et on sent qu'une vie nouvelle s'ouvre à lui. C'est plutôt, on a ce dernier regard où on sent qu'il va devoir vivre avec tout ça. C'est-à-dire qu'il a essayé de se confronter, d'accepter ses deuils, son statut de victime, ce à quoi il a été confronté. Et il va faire une première tentative pour vivre avec ça. Et peut-être que dans 6 mois, il va démissionner de cette fac et qu'il va remettre 2 ans avant de pouvoir y retourner et de revenir. Mais le film montre qu'il essaye et que c'est dur. J'aime assez ça parce que ça raconte, moi, ce que j'ai pu voir des exilés, qui est que rien n'est jamais facile, on ne se dépare pas à 100% de son passé, juste il y a un moment où on arrive à vivre avec. Tout à fait, ouais. Alors maintenant, enfin, parlons un peu de la sortie du film. Maintenant, le film, il est sorti depuis quand même pas mal de semaines, avec un beau succès en salle. À ce propos, on parle assez peu en général des distributeurs. Là, tu as un distributeur français assez particulier, Memento Distribution, qui prend peu de films, souvent moins d'une dizaine par an, mais qui les travaille vraiment toujours de manière assez pointue. Quelle a été la stratégie mise en place pour ton film ? Déjà, on a eu, nous, avec ma productrice, une chance immense qui est de pouvoir choisir notre distributeur. C'est-à-dire que plusieurs distributeurs avaient entendu parler du film, avaient envie de le sortir, et on a eu la chance, nous, de pouvoir choisir le distributeur qui nous semblait le
le mieux pour le film, le mieux pour nous, le mieux humainement. Et on a senti qu'il y avait une cohérence avec Memento. Hmm. Il se trouve à la fin de la post-production du film, on a eu la bonne nouvelle d'être sélectionné à Cannes à la semaine de la critique. Et que là, on a eu du coup assez vite un retour très enthousiasmé de la presse française. C'est ce retour-là qui a conduit Memento à se dire, tiens, profitons-en pour le sortir tout de suite après Cannes, pendant l'été. Alors moi, l'été, c'est vrai qu'au départ, ça me faisait peur. J'avais l'impression que c'était une case plutôt pour Barbie et Twisters. Et en même temps, Memento, ils ont un film d'été par an. Et quand je dis un film d'été, c'est souvent un polar ou un film qui prend son temps. Je pense au film de Nouri Bilchelan, par exemple, comme Les Herbes sèches l'année dernière. Bref, que dans le fond, il y a une place l'été où il y a moins de films d'auteurs qui peuvent nous ressembler. Parce que dans le fond, le problème de la distribution aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de films. Et que parfois, pour un premier film pas attendu et sans casting, on peut un peu passer sous les radars parce qu'il y a tellement de films à suivre que le spectateur, même le plus cinéphile, ne sait pas forcément où donner de la tête. Et là, on a l'impression que sur la case de l'été, il y avait moins d'autres films et donc on avait le sentiment de pouvoir exister au mieux. Le reste de la stratégie, c'était de dire, tiens, c'est un film où on a une quête, où on s'ennuie pas, un film de genre, un film d'espionnage. Enfin, c'était un vocabulaire à mettre en avant sur l'affiche, sur la communication autour du film. Et en même temps de raconter que c'était pas un film de série B ou un film archétype ou caricature, mais que c'était un film qui croyait à des personnages pleins de nuances. Ouais, c'est clair que moi, en tout cas, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est avec son très bon accueil à Cannes. Ça a bien marché, puisque sans tête d'affiche, comme tu le dis, avec des sous-titres, dans un sujet assez particulier, le film, il a déjà dépassé plus de 150 000 spectateurs, ce qui est assez énorme pour un premier film, parce que souvent, on en entend beaucoup parler, mais au final, les audiences publiques sont parfois assez faibles. Est-ce que toi, la production ou les distributeurs, vous aviez un objectif de spectateur ? La productrice comme moi, on n'osait pas avoir d'objectif et que 150 000, ça nous paraît immense et énorme et qu'on n'aurait jamais osé rêver la moitié de ça. Parce qu'effectivement, je suis assez réaliste et je vois bien quels films font quel score et que ça n'a rien à voir avec la qualité des films, c'est qu'il y a des films qui attirent en nombre et d'autres qui attirent moins et que je pensais que le film, par la dureté de son sujet, par son absence de casting et effectivement par le fait qu'il soit à moitié en langue arabe, était, non pas condamné, mais en tout cas, était un peu circonscrit à un public un peu plus modeste que ça. Et du coup, le voir faire ces chiffres-là, c'est pour nous un ravissement sans limite. Et est-ce que pour toi, maintenant, la sortie réussie de ce film, tu sens que ça peut changer quelque chose ? J'y vois en tout cas le bon et le mauvais côté. Le bon côté, c'est que ça m'amène dans une dynamique où ça pourrait paraître plus facile de faire le deuxième. Mais après, il y a ce qu'on appelle le syndrome du deuxième film, où, nourri du premier, les spectateurs créent une attente un peu particulière. Mais globalement, je vis bien cette idée, en fait. Moi, ce qui se produit là me conduit à me dire que je peux trouver plus facilement mon chemin pour faire le deuxième et que ça m'encourage juste à aller aussi loin que possible dans les idées les plus radicales que je peux avoir. Et d'ailleurs, est-ce que tu as déjà une idée assez précise de ton film suivant ou là, pour l'instant, tu as envie de repasser par la case documentaire comme tu l'as déjà fait plusieurs fois par le passé ? Alors, je suis repassé par la case documentaire. Là, je suis en train de monter mon documentaire suivant, qui est un film qui se passe au Tadjikistan, dans les hauts plateaux du Pamir. Et je suis vraiment aux prémices, mais je suis en train d'écrire le prochain film de fiction. Et voilà, je suis en train de poser les premières directions, disons. Bon, mais avec tout ce que tu fais, les tournages qui se multiplient, les écritures, etc., les sorties, est-ce que tu as un peu le temps d'aller au cinéma quand même ? C'est vrai que en montage, en post-production, disons, j'ai beaucoup de mal à y aller. Donc j'ai souvent des grands vides, j'ai souvent 3-4 mois de pause. Et donc j'essaie de rattraper les films après coup. Mais j'ai souvent un train de retard sur le cinéma. J'ai souvent 6 mois de décalage, mais ça m'empêche pas de... ça m'empêche pas d'en parler, mais un peu en décalé. D'accord, d'accord. Dernière question, comment tu qualifierais ton regard de cinéaste ? J'ai quand même l'impression de m'intéresser à des grands sujets, c'est-à-dire à des sujets qui ne sont pas des sujets de légèreté, qui ne sont pas sur des petites choses, à des sujets qui touchent
à un continent ou à un enjeu politique fort, et de les traiter de la manière la plus intime possible. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que mon travail de cinéaste, c'est d'essayer de me dire par par quel personnage je peux raconter quelque chose d'immense, mais en restant vraiment dans la perception ou à travers un seul personnage. Ok. Eh bien, je te remercie, Jonathan, pour cet entretien. Merci à toi, c'était sacrément complet. Tu vas être inondé de matière. C'était Jonathan Millet pour son film Les fantômes. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine discussion de cinéastes.